Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série sur les débuts de l'aéronautique. Après les ballons et les dirigeables, une nouvelle étape capitale s'annonce. Faire voler une machine plus lourde que l'air. À la fin du 19e siècle, plusieurs inventeurs passionnés se lancent dans ce défi fou. On les appelle les pionniers de l'aviation. Ils n'ont pas encore de plan parfait, ni de moteur très puissant, mais ils ont des idées, du courage et une détermination sans limite. Dans cet épisode, nous allons découvrir des noms qui deviendront légendaires, comme Clément Ader, Otto Lilienthal ou encore Santos Dumont, qui, à la frontière entre dirigeables et avions, repoussent les limites du possible. Les années 1890 à 1900, ce sont les années des essais, des erreurs, mais aussi des premiers envols. C'est ici que tout commence pour l'aviation moderne. Préparez-vous, leur rêve d'Icare est sur le point de devenir réalité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un personnage absolument fondamental de l'histoire de l'aéronautique, mais qui n'est pas toujours le plus connu du grand public. Il s'agit du baron anglais George Cayley. Oui, c'est un nom qui ne vient pas forcément à l'esprit aussi vite que celui des frères Wright, par exemple. Pourtant, sans lui, l'aviation moderne n'existerait sans doute pas. On le surnomme d'ailleurs le père de l'aéronautique. Exactement. Et même s'il n'y a pas d'actualité brûlante à son sujet, son héritage a été récemment célébré. Fin 2023, on a commémoré le 250e anniversaire de sa naissance, ce qui montre que son influence est toujours bien présente. Alors qu'est-ce qui le rend si spécial? Quelle a été sa contribution majeure? Eh bien, sa plus grande contribution, c'est d'avoir été le premier à comprendre et à décrire scientifiquement les principes du vol. Au début du 19e siècle, il a identifié les 4 forces fondamentales qui agissent sur un aéronef. Ah oui, les fameuses 4 forces. Peux-tu nous les rappeler? Bien sûr. Il s'agit de la portance, qui soulève l'appareil, la traînée, qui le freine, le poids, qui le tire vers le bas, et la poussée, qui le propulse vers l'avant. Avant lui, les inventeurs essayaient surtout d'imiter le battement d'ailes des oiseaux. Cayley a compris qu'il fallait dissocier la portance de la propulsion. C'est une rupture conceptuelle énorme. En gros, il a dit « oublions le battement d'ailes. Créons une aile fixe pour la portance et trouvons un autre moyen pour la propulsion. » C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. Et il ne s'est pas contenté de la théorie. Il a mis ses idées en pratique en concevant et en construisant le tout premier planeur capable de transporter un être humain. C'est une étape décisive dans l'histoire. Et ce planeur a volé, n'est-ce pas? Il a donc prouvé que son concept d'aile fixe fonctionnait. Oui, il a volé. Et il a ainsi ouvert la voie à tous les pionniers qui l'ont suivi, y compris les frères Wright un siècle plus tard. C'est intéressant de voir que Cayley n'était pas seulement un théoricien de l'aéronautique. C'était un inventeur touche-à-tout. C'est vrai, nos recherches montrent qu'il a aussi inventé la roue à rayons, celle qu'on utilise encore sur les vélos aujourd'hui. C'est assez incroyable de penser que le même homme est à l'origine de concepts clés pour l'avion et pour le vélo. En résumé, même s'il n'y a pas de dialogue ou de conférence sur lui chaque semaine, George Cayley reste une pierre angulaire de l'ingénierie. Il a posé les bases théoriques et pratiques de l'aviation. Absolument. Donc, les points clés à retenir sont: il est le premier à avoir identifié les 4 forces du vol, il a conçu le premier planeur piloté, et son approche a radicalement changé la façon dont on concevait les machines volantes. Un vrai visionnaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un personnage fascinant et un peu méconnu de l'histoire de l'aéronautique, le français Jean-Marie Lebris. C'est l'histoire d'un pionnier qui, bien avant les frères Wright, a rêvé de voler en observant les oiseaux. Jean-Marie Lebris. Honnêtement, le nom ne me dit pas grand-chose. On pense tout de suite à d'autres, comme Clément Ader ou Otto Lilienthal. Pourquoi est-il moins connu alors? C'est une excellente question. En fait, Lebris était un marin breton, un capitaine au long cours. C'est pendant ses voyages en mer qu'il a passé des heures à observer le vol des albatros, fasciné par leur capacité à planer sur des kilomètres sans un battement d'ailes. Ah, donc son inspiration vient directement de la nature. Ce n'est pas un ingénieur de formation qui travaille dans un bureau, c'est un homme de terrain, un observateur. Exactement. Et cette observation l'a obsédé. De retour en Bretagne, il a décidé de construire sa propre machine volante. Pas n'importe laquelle, une machine directement inspirée de la forme de l'albatros. Il l'a baptisée l'albatros artificiel. D'accord.
Et à quoi ressemblait cet albatros artificiel? J'imagine une grande structure avec des ailes. Oui, c'était une sorte de grand planeur en bois et en toile, avec une envergure d'environ 15 mètres. Mais le plus innovant, c'était son système de commande. Le Brice avait compris qu'il fallait pouvoir modifier l'inclinaison des ailes pour contrôler le vol, ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Il avait mis au point un système de levier pour faire pivoter les ailes. C'est assez avancé pour l'époque. On parle de quelle année là? Sa première tentative de vol a eu lieu en décembre 1856 sur une plage près de Douarnenez. Pour le décollage, il n'y avait pas de moteur, bien sûr. Il a placé son planeur sur une charrette tirée par un cheval. Le but était de prendre de la vitesse face au vent pour que l'air puisse soulever la machine. Et ça a fonctionné? Eh bien, oui. Selon les récits, l'albatros s'est élevé dans les airs. Il aurait parcouru une distance d'environ 100 à 200 mètres, en atteignant une altitude de près de 100 mètres. C'était un vol plané, mais c'était un vol. Attends, 100 mètres de haut en 1856? C'est énorme. Mais comment ça s'est terminé? Malheureusement, l'atterrissage a été brutal. Le planeur s'est écrasé et le Brice s'est cassé la jambe. Mais il avait prouvé que son concept fonctionnait. Il a même déposé un brevet pour sa barque aérienne l'année suivante, en 1857. Donc, il a volé, même brièvement, plus de 30 ans avant les vols planés systématiques de Lilienthal. Alors, pour revenir à ma première question, pourquoi cet oubli de l'histoire? Plusieurs raisons. D'abord, le Brie était assez isolé en Bretagne, loin des cercles scientifiques parisiens. Ensuite, il manquait de financement. Il a bien construit une deuxième machine des années plus tard, mais les essais n'ont pas été aussi concluants. Son travail n'a pas été très médiatisé et n'a pas directement influencé la génération suivante de pionniers, comme l'ont fait les travaux de Lilienthal par exemple. C'est un peu le destin de nombreux inventeurs qui ont eu raison trop tôt, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Pour résumer, Jean-Marie Le Brie est vraiment l'un des tout premiers à être passé du rêve à l'expérimentation concrète du vol plus lourd que l'air. Il a compris, par l'observation, des principes aérodynamiques fondamentaux et a eu le courage de tester sa machine lui-même. Donc, même si son nom n'est pas sur le devant de la scène, sa contribution est indéniable. C'est un véritable précurseur, un visionnaire qui a ouvert une voie, une histoire qui mérite d'être racontée. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un personnage fascinant de l'histoire de l'aviation. Un nom qui n'est peut-être pas aussi connu que celui des frères Wright, mais qui est tout aussi fondamental. Félix du Temple de la Croix. Ah oui, c'est intéressant. On pense souvent que tout a commencé au début du XXe siècle. Alors, qui était cet homme? Alors, Félix du Temple était un officier de marine français du XIXe siècle. Né en 1823, il a eu une carrière militaire assez remplie. Mais sa véritable passion, c'était, disons, l'aviation. Et ses contributions commencent bien avant les vols plus célèbres. D'après nos recherches, il y a une date clé, 1857. Exactement. En 1857, bien avant tout le monde, il dépose un brevet pour une machine volante. Le concept était de créer une locomotion aérienne par imitation du vol des oiseaux. Intéressant. Et est-ce que ça a dépassé le stade du simple brevet? Oui, et c'est là que ça devient historique. Avec son frère Louis, il a construit un modèle réduit d'avion. Il pesait environ 700 grammes et était propulsé par un petit moteur à vapeur. Et cet appareil a réussi à décoller et à voler. Attends, donc tu dis que le premier vol motorisé d'un aéronef, même si c'était un modèle réduit, a eu lieu en 1857? C'est presque 50 ans avant les frères Wright. C'est exactement ça. C'était une étape cruciale qui démontrait que le vol motorisé était théoriquement possible. Mais bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu passer à l'échelle supérieure, j'imagine. C'est là qu'intervient son fameux monoplan. Tout à fait. En 1874, il construit un monoplan grandeur nature à Brest. Et là encore, il fait preuve d'innovation. L'avion est construit en aluminium pour être le plus léger possible. De l'aluminium en 1874, c'était vraiment avant-gardiste. L'appareil était grand? Assez, oui. Une envergure de 13 mètres pour un poids de 80 kg, sans le pilote. Il était propulsé par un moteur à vapeur, ce qui restait le plus grand défi. Et alors, le moment de vérité. Est-ce que cet avion a volé? Eh bien, les sources décrivent qu'il a réussi à décoller, mais très brièvement. Pour y arriver, l'avion a dévalé une rampe inclinée pour prendre de la vitesse, puis a quitté le sol grâce à la puissance de son moteur. Ce n'était pas un vol soutenu ou contrôlé, tu vois, c'était plutôt un saut motorisé. D'accord, donc on ne parle pas de vol au sens moderne, mais il a quand même réussi à soulever un homme du sol, avec une machine plus lourde que l'air, et dotée de son propre moteur. C'est une première mondiale, non? C'est considéré comme tel, oui. Le principal obstacle, comme pour tous les pionniers de l'époque, c'était le moteur.
Il fallait un rapport poids-puissance qui n'existait tout simplement pas encore. D'ailleurs, les frères du Temple ont travaillé sur leur propre moteur à vapeur, pour tenter de résoudre ce problème. C'est donc ça son héritage. Il n'a pas réalisé le premier vol contrôlé, mais il a posé des bases techniques essentielles. C'est ça. Son travail sur la miniaturisation des moteurs, l'utilisation de matériaux légers comme l'aluminium et la démonstration, même brève, qu'un décollage motorisé était possible. Tout ça, ce sont des étapes fondamentales. En résumé, Félix du Temple est un véritable pionnier. Il a prouvé des concepts clés des décennies avant les autres, et même si l'histoire a surtout retenu les noms qui ont suivi, son travail a été une pierre angulaire dans la quête du vol motorisé. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un personnage clé, mais souvent méconnu de l'histoire de l'aéronautique. Francis Herbert Wenham. C'est un ingénieur britannique du 19e siècle dont les travaux ont vraiment posé les bases de l'aérodynamique moderne. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne venait pas du tout de ce domaine au départ. Il était ingénieur naval. Son intérêt pour les hélices de navires l'a en fait conduit à s'interroger sur la portance et le vol. Exactement. Son moment de gloire, si on peut dire, arrive en 1866. La Société aéronautique de Grande-Bretagne vient d'être fondée, et lors de la toute première réunion, Wenham présente un article qui va devenir une référence. Aerial Locomotion. Et qu'est-ce qu'il y expliquait de si révolutionnaire ? Il y présentait sa théorie sur l'efficacité des ailes. Après de nombreuses observations, notamment sur les oiseaux, il a conclu que la portance est principalement générée par le bord d'attaque de l'aile. Il a donc théorisé que des ailes longues et étroites seraient bien plus efficaces que des ailes courtes et larges. C'est le concept de l'allongement élevé, n'est-ce pas ? Une idée fondamentale qui influence encore aujourd'hui la conception des planeurs, par exemple. Précisément. Mais une théorie c'est bien, la prouver c'est mieux. Et c'est là qu'intervient sa contribution la plus célèbre. En 1871, il a inventé et construit la toute première soufflerie au monde. Ah, la soufflerie. L'outil qui a permis de faire passer l'aéronautique de l'expérimentation hasardeuse à une véritable science. Ça a tout changé. Il pouvait enfin tester ses profils d'ailes de manière contrôlée et mesurer précisément la portance et la traînée. Tout à fait. Et ses expériences en soufflerie ont confirmé sa théorie sur l'allongement. Il a aussi breveté l'idée des ailes superposées en 1866, ce qui a directement inspiré la conception des biplans et triplans. Son influence était donc à la fois théorique et pratique. Même si ses propres tentatives de faire voler un modèle à 5 ailes n'ont pas abouti, l'idée a germé. On sait que son travail a inspiré d'autres pionniers, comme John Stringfellow, qui a modifié un de ses modèles pour en faire un triplan. C'est ça. Son héritage est immense. Wenham a fourni les outils intellectuels et expérimentaux, comme la soufflerie et la théorie sur les ailes, que d'autres, y compris les frères Wright, ont ensuite utilisé pour réussir le premier vol contrôlé. Et il a vécu assez longtemps pour voir ses succès, jusqu'en 1908. Il a pu assister au début de l'aviation, une technologie qu'il avait contribué à imaginer des décennies plus tôt. C'est une belle reconnaissance. Pour résumer, Francis Herbert Wenham est vraiment un des pères fondateurs de l'aérodynamique. Ses deux contributions majeures sont la théorie sur l'efficacité des ailes à grand allongement et, surtout, l'invention de la soufflerie pour tester ces théories. C'est clair. Sans lui, le chemin vers le vol motorisé aurait sans doute été plus long et plus difficile. Un pionnier dont le nom mérite d'être connu de tous les passionnés d'aviation. Alors, aujourd'hui on se penche sur une figure vraiment centrale de l'aéronautique, un pionnier français, Clément Ader. Ah oui, Clément Ader. Son nom est très connu, souvent associé au tout début de l'aviation, mais les détails sont parfois un peu flous. Par où commence-t-on ? Commençons par le début. Il est né en 1841 à Muret. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le vol des oiseaux. C'était un excellent élève, surtout en maths et en dessin, et il a obtenu son diplôme d'ingénieur très jeune, en 1860. Donc, un esprit d'ingénieur dès le départ. Et il s'est tout de suite tourné vers l'aviation ? Pas immédiatement. Il a d'abord travaillé pour les chemins de fer et a déposé des brevets assez variés, comme un système de rails amovibles ou même un vélocipède avec un pneu en caoutchouc. Ça montre bien son esprit inventif, qui ne se limitait pas à un seul domaine. Intéressant. Ça montre qu'il cherchait à innover dans plusieurs secteurs. Et le passage vers l'aéronautique s'est fait comment ? En fait, sa passion pour le vol ne l'a jamais quitté. En 1870, il a construit un ballon, mais il s'est vite tourné vers le vol d'engins plus lourds que l'air. C'est là qu'il a commencé à construire des sortes d'oiseaux ailés. Et c'est ce qui l'a mené à sa création la plus célèbre, l'éole. C'est bien ça ? Exactement. L'éole était un monoplan propulsé par un moteur à vapeur, ce qui était une prouesse pour l'époque. Et le 9 octobre 1890, il y a eu cet événement marquant. Ader aurait réussi à faire décoller son engin.
c'est le fameux premier vol. On a des détails là-dessus. Quelle distance, quelle hauteur? Oui, d'après les rapports, Léol se serait élevé à environ 20 cm du sol et aurait parcouru une distance d'environ 50 mètres. C'est un saut de puce, mais pour l'époque, c'était un exploit. Il faut dire que ce vol est encore un peu contesté par certains historiens, mais il est souvent considéré comme l'une des toutes premières tentatives de vol motorisé. D'accord, donc un pionnier, même si ses réalisations sont sujettes à débat. Et après Léol, il a continué ses recherches. Oui, il a continué avec d'autres appareils, comme l'avion numéro 3. Mais ce qui est aussi très important, c'est sa vision de l'aviation militaire. Bien avant tout le monde, il a compris l'importance stratégique de la supériorité aérienne. Il a même écrit des livres sur le sujet, comme l'aviation militaire, et a milité pour la création d'une branche aérienne dans l'armée française. Il était donc non seulement un inventeur, mais aussi un visionnaire stratégique. Comment son héritage est-il perçu aujourd'hui? Malgré les controverses, il est largement reconnu comme un père de l'aviation. Il a reçu la Légion d'honneur à plusieurs reprises. Et un de ses héritages les plus durables, c'est le vocabulaire. C'est lui qui a inventé le mot « avion », dérivé du latin « avi », qui signifie « oiseau ». Ah, je ne savais pas ça. Donc, chaque fois qu'on dit le mot avion, on lui rend hommage en quelque sorte. C'est un héritage assez incroyable. Absolument. Pour résumer, Clément Ader était un inventeur touche-à-tout, un ingénieur brillant et un visionnaire. Son vol de 1890 avec Léol reste un jalon, contesté ou non, dans la grande aventure de la conquête de l'air. C'est une excellente synthèse. Il a vraiment posé des bases fondamentales, que ce soit par ses machines, ses idées, ou même les mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Ok, aujourd'hui on va parler d'un personnage absolument fondamental de l'aéronautique, mais qui est parfois un peu dans l'ombre des frères Wright. Je veux parler d'Otto Lilienthal. Oui, un véritable pionnier du vol. Les recherches récentes confirment d'ailleurs de plus en plus son rôle crucial. Ce n'était pas juste un casse-cou, c'était un scientifique qui a posé les bases de l'aviation moderne. Absolument. Pour donner une idée de l'ampleur de son travail, entre 1891 et 1896, il a réalisé environ 2000 vols. 2000, et ce, avec au moins 16 modèles de planeurs différents qu'il a lui-même conçus. C'est un chiffre impressionnant. Ça montre une approche très systématique. Il ne s'est pas contenté d'un seul essai. Il a construit, testé, amélioré, encore et encore. Son Normal Cédille Apparat est même considéré comme le premier avion produit en série. Exactement. Et sa contribution la plus significative, c'est sans doute son travail sur le design des ailes. C'est lui qui a vraiment développé et testé le concept de l'aile à profil bombé ou cambré. Et ça, c'est fondamental. C'est ce profil courbe qui permet de créer la portance, cette force qui pousse l'avion vers le haut. C'est un principe qui est encore à la base de toutes les ailes d'avion aujourd'hui. On sait tous qu'il a eu un accident mortel en vol. Pendant longtemps, on a pu penser que c'était peut-être dû à un défaut de conception de ses planeurs. Mais une étude récente est venue éclaircir ce point. Ah oui, celle du Centre aérospatial allemand, le DLR. C'est fascinant. Ils ont reconstruit un de ces planeurs à l'identique, avec les plans et les matériaux d'origine, pour le tester. Et la conclusion est assez claire. L'accident fatal de Lilienthal n'était probablement pas dû à une erreur de conception, mais plutôt à des conditions atmosphériques difficiles ce jour-là. Son planeur était stable et performant. C'est une sorte de réhabilitation de son génie d'ingénieur. Ça montre à quel point ses créations étaient avancées pour l'époque. Cette reconnaissance de son travail se voit aussi de manière plus officielle. L'aérodrome de Stöln, où il faisait ses essais, a été reconnu comme le plus vieil aérodrome du monde et comme un site aérospatial historique par l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique. Et une plaque commémorative sera même dévoilée le 24 mai 2025 pour marquer le coup. C'est une reconnaissance méritée qui ancre définitivement son héritage dans l'histoire. Donc, pour résumer, Otto Lilienthal n'est pas seulement le premier homme à avoir volé de manière répétée et contrôlée. C'est celui qui a transformé le rêve du vol en une science, en étudiant l'aérodynamique et en développant des concepts clés. Tout à fait. Son travail a directement inspiré et aidé les frères Wright. On peut dire sans exagérer que Lilienthal a véritablement posé les fondations sur lesquelles toute l'aviation moderne a été construite. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un personnage clé des débuts de l'aéronautique, Lawrence Hargrave, et plus particulièrement sur ses contributions autour de l'année 1894. Oui, un nom peut-être moins connu que celui des frères Wright, mais dont les travaux ont été absolument fondamentaux. C'est un pionnier australien, d'origine anglaise, avec une formation d'ingénieur qui lui a bien servi. Exactement. Et sa contribution la plus célèbre est sans doute l'invention du cerf-volant cellulaire ou box-kite en 1893. Ce n'était pas un simple jouet, mais un véritable outil aérodynamique. Et qu'est-ce qui rendait ce design si spécial par rapport au cerf-volant traditionnel qui était plat? C'était sa structure tridimensionnelle.
Il avait un cadre léger et des surfaces inclinées de manière très étudiée. En fait, cette conception générait beaucoup plus de portance et, surtout, offrait une stabilité remarquable en vol. La stabilité était un énorme défi à l'époque. La portance et la stabilité, les deux piliers de la conquête de l'air. Et il ne s'est pas contenté de la théorie, il a prouvé l'efficacité de son invention de manière assez spectaculaire. Tout à fait. Le 12 novembre 1894, il a réalisé une démonstration marquante. Il a assemblé 4 de ses cerfs-volants cellulaires, y a attaché un siège, et il s'est élevé dans les airs à une hauteur de 16 pieds, soit environ 4,8 mètres. C'était un vol captif, bien sûr, il était attaché au sol. Mais cela prouvait qu'une machine volante plus lourde que l'air pouvait soulever un homme en toute sécurité. C'est une étape cruciale. Absolument. Et l'impact de cette démonstration et du design lui-même a été considérable. Ces travaux ont inspiré de nombreux autres pionniers, y compris les frères Wright. On reconnaît clairement la structure du cerf-volant de Hargrave dans les premiers biplans. C'est vrai. Cette architecture avec 2 ailes superposées, reliées par des montants. C'est un héritage direct de son cerf-volant. Mais la recherche que nous avons faite montre qu'il ne s'est pas arrêté là. Non, en effet. Il a aussi inventé le moteur rotatif. Même si son moteur n'a pas permis de réaliser un vol motorisé à l'époque, principalement à cause du poids des matériaux, le concept a été perfectionné plus tard. Il est devenu essentiel pour les avions de chasse de la Première Guerre mondiale. C'est intéressant. Il a donc posé des bases non seulement pour la cellule de l'avion, c'est-à-dire sa structure, mais aussi pour sa future motorisation. Oui, et on peut aussi mentionner son travail sur le profil d'aile cambrée, ou aérofoil, qui a amélioré la compréhension de la portance. Mais au-delà de ses inventions, c'est sa philosophie qui est remarquable. Vous faites référence à son choix de ne pas breveter ses inventions ? Exactement. Il était convaincu que le progrès serait plus rapide si les connaissances étaient partagées librement. Il publiait tous ses résultats et correspondait ouvertement avec d'autres chercheurs comme Octave Chanute, qui a d'ailleurs largement diffusé ses travaux. C'est une approche de la science et de l'innovation qui favorise la collaboration. C'est un aspect de son héritage tout aussi important que ses contributions techniques. Pour conclure, on peut dire que l'année 1894 a marqué un véritable tournant grâce à Lawrence Hargrave. Son cerf-volant cellulaire a non seulement prouvé la faisabilité du vol plus lourd que l'air, mais il a aussi fourni un modèle de conception stable qui a servi de fondation à l'aviation moderne. Donc, si on résume, les points clés à retenir sont le cerf-volant cellulaire pour la portance et la stabilité, la démonstration du vol humain captif en 1894 et un esprit de collaboration scientifique qui a accéléré les progrès de toute une génération de pionniers. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage clé, mais parfois un peu oublié de l'histoire de l'aéronautique, Octave Chanute. C'est un ingénieur franco-américain qui a vraiment joué un rôle de pont entre les premiers rêveurs du vol et les pionniers qui ont réussi, comme les frères Wright. Oui, et ce qui est fascinant avec lui, c'est son parcours. Il n'a pas commencé dans l'aviation. C'était un ingénieur civil très respecté, spécialisé dans les chemins de fer. Il a même conçu des ponts majeurs aux États-Unis. Ce n'est qu'après sa retraite, dans les années 1880, qu'il s'est consacré à sa passion pour le vol plus lourd que l'air. Exactement. Et son bagage d'ingénieur a tout changé. Il a abordé le problème du vol avec une rigueur scientifique. Sa contribution la plus célèbre est sans doute son livre de 1894, Progress in Flying Machines. Ce livre est devenu une référence absolue. C'était une compilation exhaustive de toutes les expériences de vol menées jusqu'à cette date. Chanute y analysait les succès, mais surtout les échecs, pour en tirer des principes de base. Pour les frères Wright, par exemple, ce livre a été un point de départ fondamental. Au-delà de la théorie, il y a eu la pratique. En 1896, il a mené une série d'expériences de planeurs sur les dunes du lac Michigan. C'est là qu'il a développé et testé plusieurs concepts, notamment la configuration biplan, qui s'est avérée très stable. Et cette notion de stabilité était cruciale. À l'époque, beaucoup se concentraient sur la portance ou la propulsion, mais Chanute a compris que sans un appareil stable et contrôlable, le vol motorisé serait impossible. Ces planeurs ont prouvé la viabilité de certaines structures, ce qui a directement influencé la conception du planeur des frères Wright de 1902. Un autre aspect fondamental de Chanute, c'était son état d'esprit. Il était un véritable animateur de réseau. Il correspondait avec des dizaines de chercheurs en Europe et en Amérique, partageant librement ses découvertes, ses plans, ses données. Il croyait que le progrès viendrait de la collaboration. C'est un point essentiel. Sa relation avec les frères Wright en est le meilleur exemple. Il ne s'est pas contenté de leur fournir des informations. Il les a conseillés, encouragés, et il a même visité leur camp à Kitty Hawk.
Il a utilisé son influence pour faire connaître leurs travaux et leur donner de la crédibilité au sein de la communauté aéronautique naissante. Donc, pour résumer, l'héritage de Chanute n'est pas celui de l'inventeur qui a réalisé le premier vol. C'est plutôt celui du catalyseur. Il a rassemblé et organisé le savoir existant, il a résolu des problèmes clés liés à la stabilité par l'expérimentation, et il a créé un environnement de partage qui a accéléré l'innovation. Absolument. Son impact est double. D'un côté, une approche méthodique et scientifique de l'ingénierie aéronautique, et de l'autre, la promotion d'une culture de collaboration. Sans son travail de synthèse et de mise en réseau, les frères Wright auraient peut-être mis beaucoup plus de temps à réussir leur vol historique de 1903. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage clé de l'histoire de l'aéronautique, Samuel Pierpont Langlais. On dit souvent que c'est l'homme qui a failli devancer les frères Wright. Ah oui, Langlais. Ce qui est étonnant, c'est que sa carrière principale n'était même pas l'aviation, mais l'astronomie. Il était un astrophysicien très respecté. Exactement. Il a inventé le bolomètre pour mesurer le rayonnement solaire, et ses travaux ont même été utilisés pour les premières estimations de l'effet de serre. Mais sa fascination pour le vol des oiseaux l'a poussé vers l'aéronautique dans les années 1880. Et il n'a pas abordé ça comme un simple bricoleur, n'est-ce pas? Il a utilisé une approche très scientifique. Tout à fait. Il a construit ce qu'on appelle un bras tournoyant pour mener des recherches en aérodynamique. C'était très méthodique. Et ça a mené à son premier grand succès, l'aérodrome numéro 5. Raconte-nous ça. C'est un moment clé. Le 6 mai 1896, cet engin, un modèle réduit sans pilote et propulsé par un moteur à vapeur, a réussi le premier vol soutenu d'un aéronef plus lourd que l'air. Il a parcouru près d'1 kilomètre au-dessus du fleuve Potomac. C'était une preuve que le vol motorisé était possible. Donc bien avant les frères Wright, il a démontré la faisabilité du concept. C'est une étape fondamentale. Oui, et ce succès lui a valu un financement important du département de la guerre américain, 50 000 $, pour construire une version grandeur nature capable de transporter un pilote. C'est là que les choses se sont compliquées, j'imagine. La pression a dû être énorme. Énorme. Et malheureusement, ces 2 tentatives de vol pilotées en octobre et décembre 1903 ont été des échecs cuisants. L'aéronef, lancé depuis une péniche, s'est effondré dans le Potomac à chaque fois. Et ça, quelques semaines seulement avant le vol historique des frères Wright à Kitty Hawk. Le timing est terrible, et c'est ce que l'histoire a surtout retenu. Oui, il a été beaucoup critiqué. Pourtant, son travail n'était pas un échec total. En 1914, l'aviateur Glenn Curtiss a fait voler une version restaurée et légèrement modifiée de son aérodrome, prouvant que la conception de base était saine. C'est une sorte de réhabilitation posthume. Et aujourd'hui, son héritage est reconnu, non? Absolument. Il a été intronisé au National Aviation Hall of Fame et un centre de recherche de la National Aeronautics and Space Administration, ou NASA, le Langley Research Center, porte son nom. Il est vu comme un pionnier qui a apporté une rigueur scientifique indispensable au domaine naissant de l'aviation. En conclusion, même s'il n'a pas été le premier à réussir un vol piloté, Samuel Langlais a posé des bases scientifiques cruciales sur lesquelles d'autres, comme les frères Wright, ont pu construire. Son histoire montre que l'échec fait souvent partie du chemin vers le succès. À la fin du XIXe siècle, les bases de l'aviation sont posées. Grâce aux travaux de Clément Ader, au vol plané de Lilienthal et aux innovations de Santos Dumont, le rêve de voler ne relève plus uniquement de l'imaginaire. Il devient un objectif concret que certains commencent déjà à atteindre. Ces pionniers ont pris des risques. Ils étaient souvent seuls, parfois moqués, mais toujours animés par une même idée, faire voler une machine plus lourde que l'air. Leur travail, parfois méconnu, a ouvert la voie à une génération suivante. C'est cette génération qui, après 1900, transformera les essais en succès et les vols courts en de véritables performances aériennes. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de ceux qui ont vraiment fait décoller l'aviation. Des inventeurs devenus pilotes, des constructeurs devenus légendes, les frères Wright, Blériot, Farman et bien d'autres. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour découvrir comment l'homme a appris enfin à voler pour de bon.